T'es-tu déjà demandé est-ce qu'il ou elle pensera à toi? Ou pire encore, t'es-tu surpris à fixer l'écran de ton téléphone, attendant un message qui ne vient jamais? Tu te demandes comment quelqu'un qui disait tenir à toi a pu disparaître, comme ça, sans un mot. Tu as essayé de comprendre. Tu as gardé le contact. Tu as même justifié des comportements impardonnables, juste pour ne pas le perdre. Et lui, de son côté, s'est éloigné, froidement, en silence, comme si tout ce que vous aviez vécu ne signifiait rien. Et si je te disais qu'il existe un moyen de faire en sorte que ce silence lui fasse mal, qu'il est possible, sans crier, sans supplier, sans courir après, de le faire revenir, poussé par un désir qu'il ne saura même pas expliquer? La psychologie stoïcienne révèle un principe que peu de gens comprennent. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la réaction, mais dans le retrait. C'est quand tu cesses d'essayer que tu commences à occuper de l'espace dans son esprit. Dans cette vidéo, tu vas comprendre ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un lorsque ton absence commence à peser. Et pourquoi, quand toi tu changes, lui revient. Désespéré, attiré, sans comprendre pourquoi. Et pour ancrer ce changement, écris en commentaire « Celui qui perd, le sent ». Cette phrase activera quelque chose en toi, et tôt ou tard, chez lui aussi. Quand quelqu'un s'éloigne, notre premier réflexe est de combler ce vide. On envoie des messages, on appelle, on veut comprendre. C'est comme si un trou s'ouvrait dans notre quotidien et qu'on cherchait désespérément à le remplir. Mais que se passe-t-il quand tu arrêtes de lutter? Quand tu acceptes simplement ce vide et que tu le laisses exister? L'espace que tu occupais dans sa vie commence à crier. D'abord un simple murmure, un souvenir, une nostalgie, puis un écho, et enfin, un cri impossible à ignorer. Le vide n'est pas une faiblesse. C'est une arme, et tu n'as même pas besoin d'agir pour qu'elle fonctionne. Il suffit de permettre au silence d'exister. Pense à ce moment où tu es assis tranquillement chez toi, à regarder la télévision, et soudain, la lumière s'éteint. Qu'est-ce que tu remarques en premier? Ce n'est pas l'obscurité, c'est le silence. Ce bourdonnement du frigo, ce souffle de la climatisation, tout ce bruit de fond auquel tu ne prêtais plus attention. Et soudain, tu en ressens l'absence. C'est ainsi que ton absence agit dans son esprit. Tous ces petits moments où tu étais présent, les messages du matin, les rires partagés, les attentions, tout cela laisse un vide qui finit par peser. Les stoïciens enseignent qu'on ne peut pas contrôler ce qui arrive à l'extérieur, seulement notre réaction. Tu as donc deux choix, courir après quelqu'un que tu ne peux pas contrôler ou travailler sur toi-même. Le vide devient puissant quand tu arrêtes de le remplir avec des excuses ou des tentatives désespérées. C'est là que tu reprends ton pouvoir. La perte a un poids réel. Des études prouvent que les zones du cerveau activées par la douleur physique sont aussi celles qui réagissent au rejet ou à l'abandon. Et cette douleur, il la ressentira aussi. Quand tu cesses de combler les blancs, c'est lui qui commence à sentir le manque. Ce message qui ne vient plus, ce soutien qui a disparu, ce rire qu'il croyait pouvoir provoquer à tout moment. Avant de continuer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. La vérité, c'est que les gens ne réalisent la valeur des choses que lorsqu'ils comprennent qu'ils peuvent les perdre. Et plus tu le poursuis, plus tu sembles accessible. Mais le vide, lui, crée une distance. Et dans cette distance, tu retrouves toi. Tout ce temps passé à penser à lui, à analyser ses silences, à chercher ce que tu aurais pu faire autrement, tu peux désormais l'investir en toi, dans tes projets, tes amitiés, ton bien-être. Et c'est ce retour à toi-même qui te rendra irrésistible. Il n'y a rien de plus attirant qu'une personne qui connaît sa valeur. Le vide entre vous n'est pas un néant, c'est un espace de transformation, pour toi, et plus tard, pour lui aussi. C'est une invitation à redevenir entier, sans te plier aux attentes de quelqu'un d'autre, à te reconstruire, à devenir fort. L'esprit humain déteste les questions sans réponse. Quand tu pars sans fracas, sans explication, sans ultimatum, tu deviens une énigme. Et cette énigme le hante. Pourquoi a-t-elle arrêté de m'écrire?
A-t-elle trouvé quelqu'un d'autre? M'a-t-elle déjà oublié? Le cerveau déteste l'incertitude. Il commence à combler le vide avec des suppositions. Et dans toutes ces hypothèses, tu es là, présente, inoubliable. Quand tu étais là, il savait exactement comment te récupérer. Un message, un appel. Et tu revenais. Mais maintenant que cette option n'existe plus, il se sent désarmé. Et c'est ce déséquilibre qui déclenche en lui une obsession. Ce vide puissant n'est pas une stratégie de manipulation. C'est une conséquence naturelle du respect que tu te portes. C'est comprendre que tu mérites mieux que des miettes d'attention. Tu mérites une personne qui reconnaît ta valeur sans avoir à te perdre d'abord. Pendant que ce vide travaille dans son esprit, toi, tu travailles en silence sur toi-même. Tu avances, tu construis, tu vis. Et la plus belle des victoires, ce n'est pas qu'il revienne. C'est que tu réalises que tu es bien, même s'il ne le fait pas. Le vide a un pouvoir transformateur. Il te transforme, toi, en une personne plus forte, plus centrée, plus consciente de sa valeur. Et il transforme l'image qu'il avait de toi. Tu n'es plus celle qui était toujours là, peu importe comment il te traitait. Tu es désormais celle qui connaît sa valeur et n'accepte rien de moins. C'est dans ce silence que naît l'obsession. Sa mémoire, habituée à ta présence, doit maintenant faire face à un vide. Et la nature a horreur du vide. Elle cherchera toujours à le combler. Et lui, il finira par le faire. Le parfum que tu portais lors de ton premier rendez-vous, une phrase qui lui rappelle ta manière de parler. Et, à chaque déclencheur, l'image mentale de toi devient plus vive, plus présente, plus réelle que lorsque tu étais vraiment là. L'obsession commence comme une légère curiosité. Savoir comment tu vas, ce que tu fais, si tu penses à lui. Mais plus le temps passe sans aucun contact, plus cette curiosité devient intense, presque urgente. Le cerveau humain est programmé pour accorder de l'importance à ce qui est incomplet. C'est ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik. Nous retenons davantage les tâches inachevées que celles que nous avons terminées. Une relation qui se termine brutalement, sans résolution claire, sans cette fameuse conversation finale, reste comme un dossier ouvert dans l'esprit. Et un dossier ouvert consomme de l'énergie mentale, fonctionne en arrière-plan comme un programme sur un ordinateur mal fermé, prenant de la mémoire et ralentissant tout le reste. Alors, son esprit commence à imaginer des scénarios. Et si j'avais agi autrement? Que se passerait-il si j'envoyais un message maintenant? Répondrait-elle? Serait-elle déjà passée à quelqu'un d'autre? Chaque question sans réponse alimente l'obsession. Quand on est en contact constant avec quelqu'un, même si la relation est mauvaise, on a une forme de contrôle. On sait où est l'autre, ce qu'il ressent, comment il réagirait. Mais quand ce lien se brise, ce contrôle disparaît. Et la perte de contrôle est ce que l'esprit humain déteste le plus. C'est pourquoi, paradoxalement, le silence peut raviver un désir extrêmement fort chez quelqu'un qui semblait détaché. Ce n'est pas forcément qu'il réalise soudainement ta valeur, même si ça peut arriver. C'est surtout que l'incertitude provoquée par ton absence devient insupportable. Sans nouvelles, son esprit commence à remplir les blancs, et presque toujours avec les pires scénarios. Que tu as trouvé mieux, que tu es heureux sans lui, que tu ne penses même plus à lui. L'idée d'avoir été remplacé et oublié déclenche une peur primitive, celle de l'irrélevance. C'est comme si une partie de son identité était menacée. Cette partie qui existait à travers votre relation, nourrie par ton amour, ton admiration, ta disponibilité. Et plus le temps passe, plus cette obsession grandit. Ce qui était une simple curiosité devient une nécessité presque physique. Savoir si tu penses encore à lui, si tu gardes un espace pour lui dans ta vie. C'est comme une démangeaison mentale impossible à soulager. Les stoïciens avaient bien compris ce mécanisme mental. Ils savaient que nous désirons plus ardemment ce que nous ne pouvons pas avoir. C'est pourquoi ils prônaient le détachement, non comme une forme d'indifférence, mais comme le chemin vers une liberté véritable. Quand tu pratiques ce détachement, quand tu cesses de courir après la situation, de vouloir contrôler ou supplier, tu ne fais pas que te libérer. Tu crées aussi, paradoxalement, les conditions parfaites pour que son esprit entre dans cet état d'obsession. En ton absence,
Tu deviens plus grand que tu ne l'as jamais été en ta présence. Chaque qualité est amplifiée dans sa mémoire. Chaque bon moment est revécu avec une intensité presque douloureuse. Et chaque erreur qu'il a commise semble aujourd'hui impardonnable, digne d'un profond regret. L'esprit obsédé ne peut plus se concentrer sur rien d'autre. Le travail, les études, les relations, tout semble terne comparé à l'intensité de cette fixation. C'est comme si le monde était en noir et blanc, sauf les souvenirs de toi qui restent en couleur. Et le plus ironique, c'est que plus tu avances, plus tu lâches prise, plus tu vis ta vie et prends soin de toi, plus l'obsession devient forte. Car désormais, ce n'est plus seulement ton absence qu'il doit gérer. C'est le fait que tu vas bien sans lui, peut-être même mieux qu'avant. Cela remet en question la narration qu'il s'était créée pour justifier ton départ. Peut-être s'était-il convaincu que tu serais dévasté, incapable de tourner la page. Mais te voir t'épanouir, même de loin, même à travers des réseaux sociaux ou des amis communs, casse cette narration confortable. Et quand une histoire se brise, l'esprit entre en dissonance cognitive. Il doit réorganiser les informations, créer un nouveau récit qui ait du sens. Et, dans cette nouvelle version, tu deviens souvent le prix qu'il a laissé filer. La personne incroyable qu'il n'a pas su apprécier quand il en avait l'occasion. L'obsession atteint son apogée quand il réalise que le temps passe et que tu ne reviens pas. C'est là que la peur de t'avoir perdu pour toujours devient réelle, palpable, inévitable. Et c'est à ce moment précis qu'il agit, souvent de manière impulsive, désespérée, sans même comprendre ce qu'il ressent ni pourquoi. Le véritable détachement n'est pas une posture. Ce n'est pas faire semblant de ne pas s'en soucier, c'est refuser que son comportement détermine ta valeur. C'est un changement intérieur profond qui commence quand tu décides que tu mérites plus que des miettes d'attention. Et c'est cette transformation qui génère une force d'attraction presque magnétique. Quand tu cesses de courir après l'approbation, il se passe quelque chose de surprenant. Tu récupères toute l'énergie que tu avais dépensée à vouloir le reconquérir. Cette énergie que tu perdais à écrire des messages sans réponse, à traîner dans les lieux qu'il fréquentait, tu la rediriges vers toi. Et cela crée une lumière différente, une présence plus forte, une confiance qui ne peut pas être simulée. Et c'est la première chose qu'il remarquera quand, inévitablement, vos chemins se croiseront à nouveau. Le véritable détachement, c'est comme respirer profondément après être resté trop longtemps sous l'eau. C'est te donner la permission d'exister en dehors de cette relation, en dehors de cette personne, de cette histoire qu'il essaie de réécrire. C'est comprendre que ta vie ne commence ni ne se termine avec lui. La philosophie stoïcienne nous enseigne une vérité simple. Placer notre bonheur dans ce que nous ne contrôlons pas comme les sentiments de quelqu'un d'autre est le chemin le plus court vers la souffrance. Marc Aurèle a écrit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » Le détachement commence par de petites décisions quotidiennes. Quand tu ressens l'envie irrésistible de visiter son profil, mais que tu choisis de faire autre chose. Quand ton téléphone sonne, ton cœur s'accélère en pensant que c'est lui, mais tu refuses de laisser cela ruiner ta journée quand ce n'est pas le cas. Quand un souvenir ressurgit et qu'au lieu de te noyer dans la nostalgie, tu remercies la vie pour les leçons, puis tu continues d'avancer. C'est un processus, pas un interrupteur qu'on allume ou qu'on éteint. Certains jours seront plus difficiles que d'autres. Mais chaque petit acte de lâcher prise est une affirmation de ton amour-propre. Et à mesure que tu pratiques ce détachement, quelque chose de surprenant se produit. L'univers semble répondre à ta nouvelle énergie. De nouvelles opportunités surgissent. De nouvelles connexions, de nouveaux centres d'intérêt apparaissent. C'est comme si, en libérant l'espace qu'il occupait en toi, tu ouvrais la porte à quelque chose de plus grand. Et ce renouveau personnel a un effet secondaire puissant. Il attire. Pas seulement lui, mais toutes les personnes autour de toi sentent ce changement. Cette ombre de tristesse dans tes yeux fait place à un éclat, celui de quelqu'un qui a retrouvé sa valeur. Et cette posture
celle de quelqu'un qui n'attend plus d'être déçu, devient ta plus grande force. Elle est remplacée par la confiance tranquille de quelqu'un qui sait que, quoi qu'il arrive, tout ira bien. Et c'est précisément cette transformation visible qui va profondément le bouleverser lorsqu'il en apprendra la nouvelle. Parce que cela arrive toujours. Peut-être par une photo de toi, souriante pour de vrai, publiée sur une quelconque plateforme, ou bien par un ami commun qui mentionne, l'air de rien, à quel point tu sembles épanoui, ou même lors d'une rencontre inattendue où il s'attendait à retrouver une personne blessée et dépendante, mais découvre quelqu'un qui, clairement, est passé à autre chose, sans se retourner. Le détachement n'a rien à voir avec lui. Il parle de toi, mais l'effet qu'il a sur lui est presque inévitable, car la nature humaine est ainsi faite. Nous désirons davantage ce qui nous échappe. Et lorsque tu passes vraiment à autre chose, lorsque ton bien-être ne dépend plus de son approbation, tu deviens paradoxalement beaucoup plus attirante à ses yeux. Il y a quelque chose de profondément dérangeant pour l'ego humain dans le fait d'être oublié par quelqu'un qui nous plaçait autrefois au centre de son monde. C'est comme si une partie de son identité s'effaçait. Et c'est ce malaise qui commence à croître en lui lorsqu'il réalise que tu as vraiment tourné la page. Le détachement authentique crée un vide qu'il sentira le besoin de combler. Non pas parce que tu joues un rôle ou manipules, mais parce que l'absence de quelqu'un qui t'aimait sincèrement laisse un espace qu'aucune autre présence ne semble capable de remplir. Tant que tu étais là, disponible, il pouvait se permettre de ne pas choisir, de te garder en attente, de profiter de ton attention quand cela l'arrangeait. Le détachement vient briser ce schéma confortable. Soudain, il n'y a plus aucune garantie. La certitude que tu serais toujours là, quoi qu'il arrive, n'existe plus. Il est crucial de comprendre que ce processus ne vise ni la vengeance, ni la souffrance de l'autre. Il s'agit de se respecter soi-même, de réclamer sa dignité, de comprendre que les relations saines se construisent dans la réciprocité, pas dans un déséquilibre où l'un donne toujours pendant que l'autre prend. Le détachement qui attire ne vient pas du ressentiment, mais de l'amour-propre. Ce n'est pas de l'amertume, mais une profonde compréhension de ce que tu mérites. Et c'est précisément cette clarté, cette fermeté tranquille, qui crée une force d'attraction irrésistible. Quand tu cesses de courir après, de mendier, d'accepter des miettes, tu transformes fondamentalement la dynamique entre vous. Tu n'es plus cette option garantie, ce refuge sûr, toujours accessible, peu importe comment il te traitait. Cela instaure un nouvel équilibre, pas un pouvoir sur lui, mais un pouvoir sur toi-même. Tu découvres une nouvelle capacité à poser des limites, à exiger le respect, à attendre la réciprocité. Et c'est ce changement qui le forcera à reconsidérer tout ce qu'il croyait savoir sur toi, sur votre relation, et même sur ses propres sentiments. Le véritable détachement crée aussi l'espace pour qu'il ressente un manque qu'il ne connaissait pas lorsqu'il te savait là, disponible, à attendre. Car désormais, ce n'est pas seulement ta présence physique qu'il a perdue, mais la sensation d'être spécial à tes yeux, d'avoir une place unique dans ta vie. C'est une leçon que beaucoup n'apprennent que trop tard. On ne réalise la vraie valeur d'une personne que lorsqu'elle n'est plus à notre portée. Et plus tu rayonnes en son absence, plus cette vérité lui saute aux yeux, avec douleur. Il y a une différence fondamentale entre la valeur et la validation. La validation est ce sentiment temporaire d'importance que l'on recherche à l'extérieur. Un compliment, un message, une attention. Le valeur, en revanche, est quelque chose d'intrinsèque. Elle existe même sans approbation extérieure. Et c'est souvent dans la solitude, après une rupture ou un éloignement inexpliqué, que les gens découvrent cette différence. Notre premier réflexe est de chercher une validation extérieure, de vouloir entendre que nous sommes encore désirables, aimés, irremplaçables. Mais la vraie transformation commence quand on cesse de la chercher et qu'on se reconnecte à sa valeur intérieure, celle qui ne dépend ni des messages qu'on reçoit, ni des compliments, ni de l'attention que quelqu'un choisit de nous accorder. C'est un processus presque alchimique, transformer la douleur du rejet
en une redécouverte de soi-même. Réorienter l'énergie qu'on mettait à vouloir plaire ou reconquérir pour l'utiliser à se reconstruire. Cela commence par des questions simples mais puissantes. Qui étais-je avant lui? Qu'est-ce qui me rendait vraiment heureuse? Quel rêve ai-je mis de côté pour cette relation? Quelle part de moi ai-je étouffée pour ne pas déranger? Petit à petit, tu reconstruis ton identité, pas celle de l'ex, mais ton identité authentique. Cette femme avec ses passions, ses idées, ses rêves. Celle qui sait rire, à en avoir mal au ventre, et qui n'a pas peur de pleurer quand il le faut. C'est comme retrouver un trésor enfoui juste sous tes pieds. Ces qualités que tu avais, celles-là même qui faisaient briller ses yeux, mais que tu avais peu à peu laissées de côté pour devenir ce que tu pensais qu'il voulait. Les stoïciens avaient compris cette vérité. Épictète, philosophe stoïcien né esclave, disait « Ce qui importe, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis, son rejet, son retrait, son silence. Rien de cela ne définit ta valeur. Ce qui la définit, c'est ta réponse. Et lorsque tu choisis de répondre avec dignité, amour-propre, et cette certitude tranquille que ton essence ne change pas parce qu'il ne l'a pas vue, quelque chose de magique se produit. Tu commences à attirer, pas seulement lui, mais toutes sortes d'énergies positives. Ce retour à ta propre valeur se manifeste de 1000 façons. Dans la manière dont tu t'habilles, non pour impressionner, mais parce que tu te sens bien dans ta peau. Dans la manière dont tu parles avec assurance, sans ce tremblement dans la voix qui trahissait la peur de déplaire. Dans la manière dont tu occupes l'espace, non en te faisant petite, mais en affirmant que tu as autant ta place que quiconque. Et c'est cette transformation visible qui va le frapper comme un éclair quand il te reverra. Parce que ce qui attire, ce n'est pas de faire semblant d'être indifférente. C'est cette véritable métamorphose de quelqu'un qui a retrouvé son propre éclat. Pense à ce que tu ressens quand tu recroises quelqu'un qui a beaucoup évolué. Tu te demandes, comment a-t-il fait? Qu'est-ce qui a changé? Et qui d'autre le remarque? C'est exactement ce qu'il ressentira. Et très vite, cette curiosité deviendra du regret. Car il réalise, peut-être pour la première fois, ce qu'il a laissé filer. Non seulement la personne que tu étais à ses côtés, mais cette nouvelle version de toi, plus forte, plus confiante, plus complète. Et lorsque ton vrai pouvoir est restauré, la dynamique change. Avant, il avait tout le pouvoir, choisir quand répondre, quand revenir, quand s'éloigner. Mais maintenant, c'est terminé. Se rapprocher de nouveau ne se fera plus selon ses conditions, mais selon les tiennes. Car maintenant, tu sais ce que tu mérites, ce que tu es prêt à accepter, et ce qui, désormais, n'est plus négociable. Cette nouvelle perspective est profondément déstabilisante pour quelqu'un qui était habitué à t'avoir toujours disponible, toujours en attente, toujours prêt à accepter les miettes de son attention. Soudainement, les règles du jeu ont changé et il n'a même pas été consulté. La clarté que tu as retrouvée t'apporte un regard neuf. Tu vois désormais avec lucidité les schémas toxiques que tu avais normalisés. Ce manque de respect déguisé, ces promesses creuses que tu acceptais simplement parce qu'elles étaient mieux que rien. Et avec cette clarté vient une force que tu n'avais peut-être jamais connue auparavant. Le pouvoir de dire non. Le pouvoir de poser des limites, d'exiger plus que de simples mots, de demander des actions concrètes qui prouvent un vrai changement et non un regret temporaire né de la peur de te perdre. C'est cet équilibre nouveau qui le poussera à te chercher, désespérément, sans même comprendre pourquoi. Parce que la dynamique entre vous a basculé. Il ne s'agit plus de savoir s'il te trouve assez bien, mais de savoir s'il mérite une seconde chance. La paix intérieure que tu as retrouvée n'est pas une stratégie pour le faire revenir. C'est une nouvelle façon d'exister, une manière d'être en relation avec toi-même et avec les autres, où tu refuses de te contenter de moins que ce que tu mérites. Tu ne confonds plus intensité et amour, ni drame et passion. Et cette transformation est si profonde que, lorsqu'il revient enfin, troublé par ton absence, perdu dans ses sentiments, en quête de ce qu'il a perdu,
Tu pourrais découvrir que tu ne le veux plus de la même manière, ou peut-être que tu le veux encore, mais à des conditions complètement différentes. Et cela, c'est peut-être la victoire la plus douce. Pas de l'avoir à genoux, suppliant pour une autre chance, mais de réaliser que ton bonheur ne dépend plus de lui, que tu as trouvé quelque chose de bien plus précieux en chemin, toi-même. L'absence qui domine n'est pas un vide, c'est une présence en soi, une présence qui s'étend, qui se renforce, qui s'installe dans chaque recoin de l'esprit de ceux qui restent derrière. Et quand cette absence est la tienne, quand tu choisis de te retirer avec dignité au lieu de mendier quelques instants d'attention, elle devient une force irrésistible. Il y a une grande différence entre disparaître par désespoir et se retirer par choix. Disparaître pour provoquer une réaction, pour qu'il te recherche, c'est rester prisonnier de lui. Mais te retirer parce que tu connais ta valeur, parce que tu choisis la paix plutôt que le chaos, c'est autre chose. C'est là que ton absence devient puissante. Les philosophes stoïciens avaient compris cette force. Sénèque écrivait « Retire-toi en toi-même dès que tu le peux, fréquente ceux qui peuvent t'élever, accueille ceux que tu peux aider à s'élever. » Il y a une sagesse profonde dans ces mots. Parfois, tu dois t'éloigner pour grandir. Quand tu te retires d'une dynamique toxique, tu ne fais pas que libérer une place dans sa vie. Tu libères aussi de l'espace dans la tienne. Un espace pour de nouvelles idées, de nouveaux ressentis, de nouvelles possibilités. C'est dans cet espace que tu respires enfin, que tu te regardes avec honnêteté et que tu te demandes « Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qui ai-je envie d'être ? Quel type d'amour est-ce que je mérite ?» L'absence qui domine commence doucement, presque en silence. Il peut même ressentir un certain soulagement, enfin libre de ces discussions lourdes, de ces attentes constantes. Peut-être même qu'il célèbre intérieurement cette nouvelle liberté. Mais l'esprit humain déteste le vide. Et très vite, ce vide commence à lui peser comme une plaie ouverte. Tout ce qu'il voit, entend ou ressent le ramène à toi. Il se dit « Elle aurait aimé ça. Elle aurait ri de cette blague. Elle saurait exactement quoi dire ici. » C'est comme une maison dans laquelle quelqu'un a vécu longtemps, puis est parti. Même si les meubles sont restés, l'écho n'est plus le même, la lumière est différente, quelque chose manque, quelque chose d'essentiel. Et plus le temps passe, plus ce sentiment grandit. Car ce n'est plus seulement ta présence qui lui manque, mais tout ce que tu représentais, ton soutien dans les moments difficiles, ton rire qui remplissait la pièce, la façon dont tu le faisais se sentir aimé, apprécié, unique. Quand on est toujours là pour quelqu'un, cette personne peut facilement nous considérer comme acquis. Comme la chaise sur laquelle on est assis, on ne remarque son confort que quand on doit s'asseoir ailleurs, sur quelque chose de bien moins agréable. Ton absence fonctionne comme cela. Elle l'oblige à comparer entre ce qu'était sa vie avec toi et ce qu'elle est devenue sans toi. Et bien souvent, cette comparaison n'est pas à l'avantage de la nouvelle réalité. Il y a quelque chose de profondément perturbant dans le fait de constater que quelqu'un qu'on croyait incapable de vivre sans nous vit très bien sans notre présence. C'est un coup porté à l'ego, une blessure à l'amour-propre, un paradoxe que l'esprit tente de résoudre. Et c'est dans cette tension que l'obsession s'installe. D'abord sous forme de pensée passagère, comment va-t-elle ? Est-ce qu'elle pense à moi ? Puis, une curiosité plus insistante, une visite à ton profil, des questions à des amis communs, et enfin, un besoin presque physique de savoir, de comprendre, de vérifier qu'il occupe encore une place dans ta vie. Car l'idée d'avoir été complètement oublié, remplacé, est insupportable. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est qu'en partant avec dignité, tu ne fais pas que créer un vide dans sa vie. Tu brises aussi la narration qu'il s'était construite pour justifier son départ. Peut-être s'est-il dit que tu étais trop intense, trop émotive, trop dépendante, que votre relation était trop compliquée. Mais quand tu acceptes simplement la fin, sans drame, sans courir après lui, sans long message, tu détruis cette excuse. Et sans justification, il doit faire face à une vérité plus inconfortable. Peut-être que le problème, ce n'était jamais toi. Peut-être que c'était lui. Son incapacité à s'engager,
sa peur de l'intimité, sa tendance à saboter ce qui devient trop réel. C'est à ce moment-là que ton absence devient véritablement insupportable, car il ne s'agit plus de quelqu'un qu'il aimait bien, mais de quelqu'un d'unique, qu'il a peut-être perdu à jamais, et il commence à réaliser l'ampleur de son erreur. Car qui ne regretterait pas une personne qui l'aimait sincèrement, qui voyait le meilleur en lui, qui était prête à rester, même dans les moments difficiles? L'absence qui domine n'est pas une stratégie, c'est une conséquence naturelle de l'amour-propre. Quand tu t'estimes suffisamment pour t'éloigner de ceux qui ne te valorisent pas, tu reprends le pouvoir. Quand tu choisis de ne plus jouer à ce jeu émotionnel, tu t'honores toi-même. Tu respectes tes propres besoins. Tu choisis ta paix intérieure avant tout. Et c'est précisément cette authenticité qui rend ton absence si puissante. Il n'y a rien de plus attirant, de plus magnétique qu'une personne qui connaît sa propre valeur. À mesure que les jours deviennent des semaines, puis des mois, ton absence commence à révéler des vérités qu'il ne voyait pas quand tu étais encore là. Il commence à se rendre compte de toutes les petites façons dont tu enrichissais sa vie. Comment tu le faisais rire les jours sombres. Comment tu te souvenais des détails qu'il avait oubliés. Comment tu créais des moments de vraie connexion, même au milieu du chaos quotidien. Ton absence devient un révélateur, comme si on retirait des lunettes de soleil par un jour lumineux. Soudain, tout est plus clair, plus vif, plus réel. Et avec cette clarté vient un regret qui grandit chaque jour, nourri par une compréhension de plus en plus douloureuse de ce qu'il a perdu. Ce regret devient encore plus fort quand, par des amis communs ou les réseaux sociaux, il découvre que tu vas bien, que tu ne passes pas tes soirées à pleurer, que tu as trouvé la force de te reconstruire, peut-être même d'une manière plus pleine et authentique que lorsqu'il était encore dans ta vie. Et cette révélation déclenche une peur nouvelle. La peur de t'avoir perdu pour toujours, la peur d'être remplacé, la peur qu'un autre reçoive désormais ton sourire, ton attention, ton amour. Et il n'y a rien qui occupe l'esprit humain plus profondément que la peur d'une perte irréversible. Il y a un moment spécifique dans le parcours de quelqu'un qui a perdu une personne précieuse, un instant de clarté tranchante, presque douloureuse. C'est le moment où le brouillard de la dénégation se dissipe enfin et où la vérité apparaît sans filtre. Je l'ai perdu et c'est de ma faute. Ce moment n'arrive pas toujours d'un coup. Il ressemble à un lever de soleil. L'obscurité ne disparaît pas brusquement. Elle recule lentement pour laisser place à la lumière, jusqu'à ce qu'il devienne impossible de nier. Un nouveau jour s'est levé, et avec lui vient une douleur particulière, différente de toutes les autres. La première couche de cette douleur, c'est la perception réelle de l'absence. Ce n'est plus un vague manque, c'est une prise de conscience nette de tout ce qui a été perdu, chaque moment unique qui ne reviendra jamais, chaque occasion de faire mieux, désormais envolée. La deuxième couche, c'est le regret, un regret corrosif qui le tient éveillé aux heures les plus silencieuses de la nuit. Un regret qui transforme les souvenirs heureux en torture. Si seulement je l'avais plus valorisée, si seulement j'avais su ce qu'elle représentait, si je ne l'avais pas considérée comme acquise. Et la troisième, la plus douloureuse, l'auto-accusation. Ce n'était pas le destin, ce n'était pas l'incompatibilité, ce n'était pas les circonstances, c'était lui, ses choix. Il a choisi de ne pas valoriser, de ne pas montrer ce qu'il ressentait, de ne pas donner la priorité à la relation quand il en avait encore le temps. Les stoïciens appelaient cela memento mori, la contemplation de sa propre mortalité pour mieux apprécier le présent. Le choc du réveil fonctionne de la même manière. C'est dans ce contraste violent entre ce qu'il avait et ce qu'il a perdu qu'il mesure enfin la valeur de ce qu'il a laissé s'échapper. Mais cette douleur n'est pas linéaire. Certains jours sont plus faciles, d'autres insupportables. Des moments où avancer semble possible, et d'autres où la sensation de perte est si écrasante qu'il en oublie comment respirer. C'est une montagne russe émotionnelle incontrôlable.
Une expérience bouleversante pour quelqu'un qui s'est toujours cru rationnel, maître de ses émotions. Ce réveil s'accompagne aussi d'un sentiment d'impuissance. Quand tu étais encore là, à essayer, à t'accrocher à la relation, il avait tout le pouvoir. Il pouvait choisir de répondre ou non, de venir vers toi ou de s'éloigner. Mais aujourd'hui, avec ton silence, ce pouvoir s'est envolé et rien n'est plus désespérant que de se rendre compte qu'on a perdu quelque chose de précieux par négligence et que le récupérer ne dépend plus seulement de soi. Que peut-être, il est trop tard, que tu as tourné la page, que tu as rencontré quelqu'un qui a su te valoriser dès le premier instant, quelqu'un qui n'a pas eu besoin de te perdre pour comprendre ta valeur. C'est là que commencent les scénarios douloureux dans sa tête. Il t'imagine avec quelqu'un d'autre, souriante, rayonnante, partageant tes secrets, construisant des souvenirs, créant une intimité qui n'est plus la sienne. C'est comme regarder un film dont il est le méchant, pas par cruauté, mais par négligence, parce qu'il a mal fait les choix décisifs, parce qu'il a confondu l'essentiel avec le superficiel. Et alors, une autre vérité se révèle. Il ne t'a pas seulement traité ainsi, il a répété les mêmes erreurs dans d'autres relations, les mêmes fuites, les mêmes peurs déguisées en froideur. Le voile tombe, il commence à voir son propre reflet. Il se rend compte de ses limites face à l'amour véritable, de sa peur de s'ouvrir, de s'engager, de grandir à deux. Ce réveil douloureux devient souvent le point de départ d'un vrai changement, pas de ces promesses vides lancées dans la panique, mais de véritables transformations, nées d'une conscience aiguë de ces schémas destructeurs. Et ce réveil intensifie tout. Chaque souvenir heureux devient plus douloureux. Chaque moment de connexion semble plus précieux, parce qu'il est perdu. Chaque geste d'amour ignoré crie aujourd'hui dans sa mémoire, exigeant une reconnaissance tardive. C'est dans cet état de vulnérabilité extrême, d'un regret profond, de clarté douloureuse, qu'il finit par briser le silence, plus par confort ou ennui, plus par orgueil blessé, mais par besoin viscéral de dire ce qu'il a enfin compris. Les messages arrivent, et ce ne sont plus des « coucou, ça va ?» vides de sens. Ce sont des mots chargés d'émotions sincères, des confessions, des excuses profondes, des regrets qui viennent de l'âme, pas seulement des lèvres. Ou alors, ce sont des tentatives plus discrètes, apparaître dans les lieux que tu fréquentes, pousser des amis à organiser une rencontre, n'importe quoi pour briser ce silence qui le consume. Car le réveil douloureux, c'est aussi un deuil, le deuil d'une relation, le deuil de celui qui aurait pu être à tes côtés, mais qu'il n'a pas su devenir à temps. Tu pleures parfois une version idéalisée du futur, un futur qui ne se réalisera jamais. Ce n'est pas seulement la perte de la personne, c'est aussi l'opportunité gâchée de faire les choses autrement, tant qu'il en était encore temps. Comme tout deuil, il traverse différentes phases, le déni, la colère, la négociation, la dépression, puis l'acceptation. Mais contrairement à la perte d'un être cher, ce type de deuil comporte une torture supplémentaire, la possibilité même infime d'une réconciliation. L'idée que peut-être, il y aurait encore une chance de récupérer ce qui a été perdu. Et c'est justement cette possibilité, aussi fragile soit-elle, qui maintient la blessure ouverte, qui saigne, et qui résiste à la guérison complète. Mais la vérité, c'est que toutes les histoires ne se terminent pas par une réconciliation. Tous les regrets ne mènent pas à une seconde chance. Parfois, le réveil est trop tardif. Parfois, quand cette personne comprend enfin ce qu'elle a perdu, l'autre a déjà avancé, d'une manière qui ne permet plus aucun retour. Et peut-être que c'est là la leçon la plus dure, mais aussi la plus nécessaire. Nos décisions ont de vraies conséquences. Le temps ne revient jamais. Certaines portes, une fois fermées, le reste pour toujours. Cet amour, aussi fort soit-il, a aussi ses limites. Prendre quelqu'un pour acquis, c'est le chemin le plus court vers sa perte définitive. La douleur du réveil ne consiste pas uniquement à pleurer ce qui a été perdu, elle consiste à grandir, à comprendre enfin que l'amour véritable n'est pas une possession. Ce n'est pas une commodité,
Ce n'est pas quelque chose qui n'existe que lorsque c'est facile. L'amour vrai est un choix, renouvelé chaque jour. C'est une présence consciente, une appréciation constante. Et si cette prise de conscience arrive trop tard pour sauver la relation avec toi, alors peut-être qu'elle servira, un jour, à lui permettre de construire quelque chose de meilleur, même si c'est avec quelqu'un d'autre. Même si toi, celle ou celui qui a déclenché ce douloureux éveil, tu ne vois jamais la transformation que tu as initiée. L'attraction inévitable. Il existe une force dans la nature humaine que peu peuvent expliquer, mais que tous ont ressenti. L'attraction pour ce qui nous est refusé. C'est presque une loi de la physique émotionnelle. Plus on résiste, plus l'attirance grandit. Et quand tu cesses d'être disponible pour quelqu'un qui te considérait comme acquis, cette force se manifeste avec une intensité surprenante. Mais cette attraction n'arrive pas d'un coup. Elle se développe lentement. Elle grandit, nourrie par chaque jour de silence, chaque opportunité manquée de contact, chaque preuve que tu as réellement avancé. Au début, ce n'est qu'une curiosité, une envie légère de savoir comment tu vas, ce que tu fais, si tu penses encore à lui, un regard furtif à ton profil, une question anodine à un ami commun, rien de significatif en apparence. Mais peu à peu, cette curiosité devient plus intense. Les pensées à ton sujet se multiplient, deviennent plus vives. Les souvenirs longtemps endormis se réveillent avec une clarté troublante. Des rêves où tu apparais deviennent récurrents, laissant derrière eux, au réveil, une sensation de vide, une soif impossible à étancher. Plus il pense à toi, plus il veut penser. Plus il se souvient, plus il veut se souvenir. C'est un cercle auto-alimenté. La philosophie stoïcienne nous éclaire ici. Épictète écrivait que le vrai bonheur ne réside pas dans le fait d'obtenir ce que l'on désire, mais dans celui d'apprendre à désirer ce que l'on a. Pourtant, l'esprit humain fonctionne rarement ainsi. Il tend à valoriser ce qu'il ne peut pas avoir, comme ce livre sur l'étagère qu'on ignore, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre l'emprunte. Soudain, il devient le livre qu'on voulait absolument lire, comme ce restaurant qu'on visitait sans enthousiasme jusqu'au jour où l'on apprend qu'il ferme. Et là, il devient notre endroit préféré. L'attraction inévitable fonctionne de la même manière, mais amplifiée par l'investissement émotionnel. Même quand il y a eu éloignement, les sentiments ne disparaissent pas. Ils s'endorment, se refoulent, se rationalisent. Mais ils restent là, prêts à se réveiller, ravivés par l'absence. Et ce n'est pas uniquement l'absence qui intensifie l'attirance, c'est la révélation que tu vas bien sans lui, que tu n'es pas défini par le rejet, que tu n'es pas brisé par l'abandon, que tu t'es reconstruit, que tu brilles encore plus fort. C'est une blessure profonde pour l'ego, réaliser qu'on n'est pas indispensable pour quelqu'un qu'on croyait dépendant. C'est comme si son identité même était remise en question. Si elle va si bien sans moi, peut-être que je n'étais pas si spécial, ou peut-être qu'elle l'était bien plus que je ne l'ai jamais reconnue. C'est à ce moment-là que l'attraction devient intense. Il ne s'agit plus de reprendre ce qui a été perdu, mais de redécouvrir ce qui n'a jamais été vu, ni pleinement apprécié. La grande ironie, c'est que plus tu sembles ne pas avoir besoin de lui, plus il ressent le besoin de toi. Ton indépendance émotionnelle crée un vide qu'il a envie de combler. Ta paix intérieure devient magnétique, bien plus puissante que n'importe quelle déclaration d'amour désespérée. Et s'il a entamé d'autres relations après votre séparation, il ne pourra s'empêcher de comparer. Et ces comparaisons jouent rarement en faveur de la nouveauté, non pas parce que les autres sont moins bien, mais parce que la mémoire idéalise ce qu'elle a perdu, surtout quand cette perte est liée à ses propres erreurs. Chaque frustration, chaque moment d'ennui ou de déconnexion avec une nouvelle personne sera inconsciemment comparé à des souvenirs magnifiés par la nostalgie. Et les souvenirs gagnent souvent, parce qu'ils ont été réécrits avec regret, polis par le manque. Enfin, il existe un phénomène appelé réactance psychologique. Lorsque notre liberté semble menacée, nous désirons plus intensément ce qu'on ne peut plus avoir. Quand tu étais là, à courir après lui, il avait le luxe de choisir. Aujourd'hui, cette option semble lui avoir été retirée. Et ce manque de contrôle renforce encore le désir. L'attraction inévitable
se nourrit aussi de peur. La peur de t'avoir perdu pour de bon. La peur que tu aies trouvé mieux. La peur que tout le monde sache qu'il a raté sa chance, pendant que toi, tu avances. Mais surtout, la peur d'avoir commis une erreur irréversible. Et c'est cette tempête émotionnelle, ce mélange de désir, d'absence, de blessures d'ego, de comparaison et de peur, qui crée un phénomène psychologique aussi ancien que l'amour lui-même, le réveil, trop tardif. Ce n'est pas seulement la réactance ou la peur de la perte définitive qui déclenche le déclic. C'est l'accumulation qui déborde, celle qui transforme les pensées en actions, les intentions en initiatives concrètes. C'est à ce moment précis que commence la recherche. D'abord, de manière subtile, un message apparemment anodin, un commentaire sur l'une de tes publications, un joyeux anniversaire, envoyé, même après des mois de silence. Et si ces tentatives n'obtiennent pas la réponse attendue, l'intensité augmente. Message direct, tentative de rencontre, fortuite, déclaration explicite de regret, de manque, de désir de réconciliation. Ce qui rend cette attraction vraiment inévitable, c'est qu'elle ne vient pas uniquement de sentiments persistants du passé. Elle est nourrie par ton évolution présente. Chaque preuve que tu vas bien, que tu es heureux, que tu as trouvé ton équilibre sans lui, elle, ne fait qu'intensifier cette force magnétique. C'est comme si tu étais devenu une version améliorée de toi-même, une version qu'il, elle, reconnaît, mais qu'il, elle, perçoit aussi comme nouvelle, fascinante, stimulante. La même personne dont il, elle, était tombé amoureux, mais désormais enrichie de couches de force, de connaissance de soi, de dignité. Celle qu'on ne gagne qu'en traversant le feu et en ressortant, non seulement vivant, mais transformé. L'attraction inévitable a une autre dimension, le défi. La psychologie humaine est étrange. On accorde plus de valeur à ce qu'on obtient avec effort. Quand tu étais disponible, c'était peut-être trop facile. Maintenant, avec ta distance digne, ton calme apparent, tu deviens un défi. Et peu peuvent résister à l'appel d'un défi, surtout quand il est intimement lié à des émotions déjà ancrées. Il est crucial de comprendre que cette attraction n'est pas de la manipulation. C'est une conséquence naturelle de ton propre cheminement. Tu ne fais pas tout cela pour la reconquérir. Tu ne calcules pas chaque geste pour créer de la jalousie. Tu vis ta vie. Tu honores ta valeur. Tu choisis la paix intérieure plutôt que des relations qui ne te reconnaissent pas. Et c'est justement cette authenticité qui rend ton énergie si magnétique. Il n'y a rien de plus attirant qu'une personne en paix avec elle-même, qui ne cherche plus de validation extérieure pour se sentir complète et qui choisit l'amour non par besoin, mais par envie. Mais cette attraction irrésistible mène à un point de bascule, un moment où il devient tout simplement impossible pour l'autre de continuer à faire semblant, de rester à distance, d'ignorer ce qu'il, elle, ressent. Et c'est là que le retour survient. Pas un simple geste pour reprendre contact, mais un mouvement décisif. Il s'accompagne souvent de déclarations enflammées, de promesses de changement, d'aveux sincères de regrets profonds. Et quand ce moment arrive, c'est toi qui as le pouvoir. Cette fois, tu décides. Mais pas par peur de perdre, pas par manque, pas pour combler un vide. Tu décides avec clarté, avec une pleine conscience de ta valeur, et avec la certitude tranquille que, quelle que soit ta décision, tu iras bien. Ce retour désespéré est un tournant majeur dans la vie de ceux qui ont perdu quelqu'un d'important. Parce qu'ils n'ont pas su apprécier ce qu'ils avaient. C'est quand la douleur de l'absence, l'intensité du manque et la lucidité du regret convergent que naît ce retour irrépressible. Un moment où la façade de l'indifférence, l'orgueil et toutes les justifications du silence s'effondrent. Ce genre de retour ne se calcule pas, il ne s'anticipe pas. Il surgit comme une impulsion incontrôlable, née d'une pression émotionnelle trop longtemps contenue, comme un barrage qui cède sous la force de l'eau. Et c'est pour ça que ce retour se manifeste souvent de façon surprenante, parfois même embarrassante. Cet homme si sûr de lui, si rationnel, qui semblait avoir tourné la page, se présente soudain chez toi à l'aube, où il t'envoie un message interminable, bouleversé, à 3 heures du matin. Ce qui rend ce moment si fort, c'est le contraste. Celui qui ne répondait plus à tes messages t'en envoie maintenant des dizaines, sans attendre de réponse.
Celui qui semblait trop occupé pour toi est désormais libre, à toute heure, prêt à venir où que tu sois. La vérité tombe, la façade du détachement s'efface. Derrière elle, il y a un homme vulnérable, terrifié à l'idée d'avoir perdu quelque chose de précieux, prêt à tout pour le récupérer. Les stoïciens nous enseignent que l'attachement non maîtrisé mène à la souffrance. Épictète disait « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu y réagis. » Le retour désespéré est justement cela. Une réaction extrême face à une perte qu'on comprend enfin dans toute son ampleur. Ce retour révèle aussi une vulnérabilité inédite. L'homme qui évitait les discussions profondes, qui fuyait l'intimité, se met soudain à ouvrir son cœur, à confesser ses erreurs, à parler de transformation. C'est comme si toutes les barrières émotionnelles, construites au fil du temps, s'écroulaient sous le poids d'une vérité. Je t'ai perdu et je ne peux pas l'accepter. Ce retour s'accompagne aussi d'un sentiment d'urgence. Celui qui disait avoir besoin de temps veut maintenant des projets concrets. Il parle d'engagement, d'avenir, comme s'il venait de réaliser que le temps est compté et que l'amour véritable ne se trouve pas à chaque coin de rue. Ce moment de retour désespéré révèle beaucoup sur la nature humaine. Il expose notre besoin profond de connexion, même si l'on prétend le contraire. Il dévoile comment l'indépendance émotionnelle est parfois une simple carapace qui cache un cœur affamé d'amour, d'acceptation, de lien. Enfin, ce retour fait voler en éclats l'illusion de contrôle que beaucoup cultivent dans les relations. Cette idée qu'on peut gérer ses émotions comme on gère son agenda. Mais l'amour, lui, ne suit aucune logique rationnelle. Et parfois, il revient. Non pas quand tu le poursuis, mais quand tu es devenu quelqu'un qu'il, elle, ne peut plus ignorer. Quand la retenue cède enfin, quand la digue se brise, il devient évident que ce sentiment de contrôle n'était qu'une illusion, une simple sensation, et non une réalité. C'est dans cet instant de vulnérabilité extrême que beaucoup d'hommes parviennent enfin à formuler des vérités qu'ils n'avaient peut-être jamais osé admettre, même à eux-mêmes. J'avais peur de l'intensité de ce que je ressentais pour toi. Je ne pensais pas mériter quelqu'un comme toi. Je me suis éloigné parce que j'étais terrifié à l'idée que tu partes la première. La grande tragédie, c'est que ces vérités, ces aveux, qui auraient pu transformer la relation si elles avaient été dites au bon moment, arrivent souvent trop tard, quand la confiance est déjà brisée, quand tu as déjà commencé ton processus de guérison et de reconstruction. Et c'est là que tu fais face à ce qui est peut-être le plus grand défi. Que faire de ce retour désespéré? Comment réagir à cette soudaine explosion d'émotions, de regrets, de promesses de changement? Car aussi sincère que soit ce retour dans l'instant, cela ne garantit pas une transformation durable. L'élan qui pousse quelqu'un à frapper à ta porte à 3 heures du matin avec des déclarations passionnées n'est pas nécessairement le même que celui qui soutient un changement stable dans le temps. La peur aiguë de te perdre ne se transforme pas automatiquement en capacité à te garder. C'est pourquoi ce retour désespéré représente un moment de pouvoir pour toi, mais aussi un moment de grande responsabilité. Pouvoir, parce que peut-être pour la première fois, la dynamique entre vous est réellement équilibrée. Tu n'es plus celui qui attend, qui mendie de l'attention, qui accepte les miettes. Tu es celui qui peut choisir, évaluer, poser des conditions claires. Responsabilité, parce que cette décision ne doit pas être prise sous l'effet de l'émotion, dans l'euphorie de recevoir enfin ce que tu désirais tant. Elle doit être réfléchie, consciente, basée non pas sur ce qu'il dit maintenant, mais sur les comportements passés, sur sa volonté réelle de changer, sur sa capacité à poser des actes concrets. C'est aussi un moment d'épreuve, pas seulement pour lui, mais pour toi aussi. Une épreuve de ta capacité à maintenir les limites que tu as établies, de ton exigence pour des actions tangibles, constantes et cohérentes, de ta force à ne pas retomber dans les anciens schémas, à ne pas accepter moins que ce que tu mérites, simplement par peur de perdre encore une fois. C'est un test de ta propre transformation, de ce que tu as réellement intégré comme valeur personnelle.
de ce que tu es prête à risquer pour ne pas compromettre ta paix intérieure, ta dignité, ton amour-propre, que tu as reconquis si chèrement. Le vrai pouvoir d'un retour désespéré n'est pas de réussir à le faire revenir. Il est dans ta capacité à regarder cette situation avec des yeux neufs, avec une perspective transformée par la douleur, la croissance et le chemin de guérison que tu as suivi pendant son absence. Et peut-être que la plus grande ironie est celle-ci. C'est justement quand tu atteins ce point, quand ton bien-être ne dépend plus de son approbation, quand tu sais que tu iras bien, même s'il ne revient jamais. C'est là que tu es le plus susceptible de construire une relation véritablement saine et équilibrée. Non plus fondée sur la peur ou le besoin, mais sur le désir conscient d'être avec quelqu'un qui enrichit ta vie, sans être la source unique de ton bonheur. Le retour désespéré, en fin de compte, n'est qu'un moment. Ce qui suit, la reconstruction, la redéfinition des limites, la création d'une dynamique plus saine. Voilà ce qui compte réellement. C'est là que commence le vrai travail, celui qui exige de la constance, de l'engagement, une volonté sincère de transformation de la part des deux. Et si cette personne n'est pas à la hauteur, si la panique n'était qu'un feu de paille, si les promesses s'effondrent et que les anciens comportements ressurgissent dès que la peur de te perdre s'éloigne, tu le sauras. Et cette fois, armé de conscience, d'amour-propre et de clarté sur ta valeur, tu feras un choix différent. Un choix non pas fondé sur la peur d'être seul, mais sur la certitude que tu mérites bien plus. Beaucoup plus. Et si cette vidéo a touché quelque chose en toi, si tu t'es reconnu dans ces mots, si tu as ressenti ce frisson intérieur de vérité, c'est le moment de transformer cette prise de conscience en action. Cliquez maintenant sur « S'abonner ». Active la cloche de notification. Parce que chaque nouvelle compréhension sur les relations et le stoïcisme partagé ici est une clé précieuse dans ton processus de reconstruction. Quand tu t'abonnes, tu ne soutiens pas seulement cette chaîne. Tu fais un engagement envers toi-même. Tu déclares en silence « Je mérite plus, je sais ce que je vaux ». Et ce petit acte d'autodétermination est peut-être le premier pas sur le chemin qui te mènera non seulement vers celui qui est parti, mais vers toute la vie abondante qui t'a toujours appartenu. Prends soin de toi. À bientôt.